Right. So, good morning, good afternoon. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire, à notre sommet sur les données manquantes et les inégalités. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cet événement qui va nous permettre de lancer le nouveau livre de la série NORAG sur le développement et l'éducation à l'international. Nous allons pouvoir parler de certains thèmes clés, justement, dans ce contexte, après donc ces 2 années de travail. La semaine passée, la semaine dernière, un événement mondial a eu lieu à l'UNESCO. Nous avons pu parler là aussi de données. Nous savons que c'est une question extrêmement importante pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation et du développement. Nous sommes donc très heureux de tout ce qui a été fait justement dans ce domaine par NORAG et en particulier très heureux de ce livre qui va être lancé à la fin du webinaire aujourd'hui. Voilà, nous avons beaucoup de points à l'ordre du jour. Les intervenants ont promis de ne pas déborder. Nous allons commencer par une vue d'ensemble de la rédaction. Marcos et Daniel, les 2 rédacteurs en chef, vont prendre la parole. Ensuite, nous aurons un autre intervenant qui est Pali Lerola de l'Institut panafricain pour la preuve, que l'on retrouve avec plaisir aujourd'hui pour parler justement des grands thèmes abordés dans ce livre. Et puis on aura les 2 tables rondes. On aura à chaque fois Amita Chudgar qui présentera la table ronde et les panélistes. Dans le cadre de la première table ronde, on s'intéressera aux chapitres régionaux et dans le cadre de la deuxième table ronde, on se penchera sur les données et les inégalités en lien avec l'ODT4 et on remercie les modérateurs, tous ceux qui participent à cette table ronde aujourd'hui. Comme vous le voyez en bas, cet événement est co-organisé par NORAG et l'Université de Sussex et l'Université Bloomington d'Indiana, les 2 institutions donc de nos rédacteurs en chef. Alors, si vous entendez quelque chose d'important, partagez-le, partagez vos pensées, vos réflexions pendant l'événement. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, avec ces hashtags qui s'affichent sur votre écran. Très brièvement, NORAG, c'est le réseau de la politique et de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation qui dessert une communauté internationale avec, bien sûr, plusieurs parties prenantes. 50% de nos 5600 membres sont dans le sud, dans les pays du sud de la planète. Et nous passons maintenant, Camille, à la suite, à la diapo suivante. Vous pouvez participer au réseau. Il vous suffit de cliquer sur ce code QR ou suivez le lien que l'on placera dans la fenêtre de chat, de messagerie. Alors, à NORAG, nous avons 4 grandes activités stratégiques et tout ce que nous faisons, c'est faire apparaître le savoir sous-représenté, notamment en lien avec le sud de la planète, pour effectivement engager les dialogues politiques, pour coproduire le savoir, pour partager, mutualiser, renforcer ensemble les capacités. Nous faisons tout cela pour que les parties prenantes soient en mesure justement d'amplifier ces savoirs, ces expertises sous-représentées afin d'améliorer l'accès au savoir surtout, et afin de pouvoir contribuer à la mise en place de mesures qui seront telles que chacun dans le monde pourra avoir accès à une éducation de qualité et une éducation inclusive et équitable aussi. Nous travaillons autour de 4 axes stratégiques et comme vous le voyez, avec des couleurs différentes, l'événement de ce jour relève justement de la problématique des données et des preuves. C'est ce que nous faisons justement, notamment pour améliorer l'inclusion des groupes marginalisés, travailler sur les données et les preuves. Et je suis donc très heureuse maintenant de donner la parole à Marcos Del Prato, maître de conférence au Centre pour l'éducation internationale à l'Université de Sussex,
Et très heureuse également de donner la parole à Daniel Shepard, chercheur postdoctoral en développement durable international à l'Université de l'Indiana, Bloomington. Ils vont nous présenter le livre que nous allons précisément lancer à la fin de l'événement. Et c'est Marcos qui commence. Merci, Moira. Bonjour à tous. Merci de participer à cet événement de lancement. Nous sommes très heureux que vous manifestiez cet intérêt pour le livre. Passons à la diapo suivante. Alors, quelque part, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui nous a motivés? Ce livre, en fait, présente la mise en œuvre de l'ODD 4. Et nous disons que voilà, on peut améliorer la mise en œuvre de l'ODD 4 en ayant une approche holistique pour intégrer différentes dimensions des inégalités, notamment pour ce qui concerne les groupes sous-représentés ou marginalisés, et en améliorant également la disponibilité et la qualité des données. Cela permettra de conduire à un système de décision plus informé, plus éclairé. La contribution du livre arrive à point nommé, vu effectivement les lacunes en matière de données, notamment pour ce qui concerne l'indicateur en lien avec l'ODD 4, il y a des goulets d'étranglement, notamment en matière de suivi, et puis il y a des délais à respecter. Les lacunes en matière de données se recoupent avec la marginalisation, et c'est ce qui ressort du livre. Les lacunes en matière de données, les données manquantes, en fait, concernent notamment les populations les plus vulnérables et leur éducation. Ces groupes, effectivement, qui méritent le suivi le plus important. Et donc, répondre à la problématique des lacunes en matière de données, ça nous donne l'occasion d'améliorer l'égalité, justement, par rapport à ces groupes marginalisés. Alors, il peut y avoir effectivement une dimension régionale et une dimension thématique, des défis régionaux, des défis thématiques. Nous avons donc structuré le livre de cette manière. Le livre nous permet de faire le lien entre les différentes sources de données et nous nous intéressons aux obstacles en la matière. Et nous passons maintenant à la diapo suivante. Merci Camille. En ce qui concerne la structure du livre, vous le constatez là, dans ce livre, nous sommes intéressés à différents types de données manquantes, des données qui ne sont pas rapportées, ou bien il y a des lacunes conceptuelles, des dimensions étant ignorées ou passées sous silence. Le livre, comme vous le constatez, est structuré en 2 blocs, avec 8 chapitres, plus l'introduction et la conclusion. Il y a une logique. Nous avons un chapitre essentiel, qui est le chapitre 2, et puis nous avons les chapitres régionaux et les chapitres thématiques. En ce qui concerne le chapitre 2, il fixe le cadre, ce chapitre 2, et dans ce chapitre, nous identifions les lacunes en matière de données en mettant en place un cadre conceptuel complet qui intègre les dimensions de l'inégalité en matière d'éducation, dimensions qui sont absentes, manquantes, qu'on ne retrouve pas dans les régimes de données ISU. Les goulets d'étranglement existent, je l'ai signalé d'ores et déjà. Et nous essayons d'aller au-delà, effectivement, de ce que fait l'Institut ISU, parce qu'il y a effectivement une série de changements identifiés et des modifications ou des changements, des variations entre les régions, des variations thématiques. Ça, c'était pour le cadre. Après ce chapitre 2, nous passons au chapitre 3 à 6. Dans ces chapitres, nous présentons les défis régionaux en ce qui concerne le suivi, les données manquantes dans les différentes régions, l'Amérique latine, l'Asie, la région arabe, l'Asie, l'Afrique. Et nous nous intéressons donc aux données manquantes, aux lacunes en matière de données dans les différentes régions, en ce qui concerne notamment ou en lien avec les besoins nationaux et régionaux en matière de données. Et puis, dans les chapitres 7 et 8, nous nous intéressons aux thèmes, ce sont donc les chapitres thématiques, et plus particulièrement, ce sont des chapitres qui concernent la dimension de genre, en particulier. On parle également des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, et on parle aussi des peuples autochtones. Ce sont donc des chapitres thématiques. Il y a parfois des petites nuances, et on essaye d'expliquer pourquoi on constate qu'il y a des données manquantes dans le cadre ISU. Donc ce sont effectivement des problèmes connus et qui témoignent d'une certaine forme de marginalisation. J'en ai terminé. Mon collègue prend la main. Merci beaucoup.
Dans les chapitres régionaux et thématiques, on parle des différences qui existent entre les systèmes et des données manquantes. Et puis, effectivement, on parle des défis. Et je vais essayer maintenant de vous les présenter. On parle des problèmes structurels, de l'insuffisance des investissements, de la mauvaise utilisation des données. Et donc, effectivement, parfois, on a là des difficultés en ce qui concerne l'égalité. L'infrastructure peut être faible, et puis parfois, on ne s'intéresse pas assez à l'utilisation des données, et donc ça nous empêche d'arriver à de bons résultats en ce qui concerne l'ODD 4. Et puis, certains restent toujours sur le bas côté de la route. Il peut y avoir des problèmes de gouvernance. Des groupes, par exemple, qui sont marginalisés depuis toujours par les structures de pouvoir, avec des personnes effectivement handicapées, des personnes autochtones, avec les femmes. Ces groupes vulnérables connaissent parfois d'autres chocs, des conflits, des déplacements, un collapsus économique. Malheureusement, les modèles sont souvent confirmés. Ce sont souvent les plus marginalisés qui sont les plus susceptibles d'être oubliés par les systèmes éducatifs. Et puis, malgré effectivement l'importance de l'ODD 4 et l'objectif d'apprentissage tout au long de la vie, le régime de données ODD 4 continue à correspondre au développement historique préalable à la priorisation des règles en matière d'accès à l'éducation. Il y a effectivement toute une série de niveaux d'éducation qui sont négligés ou d'autres modes qui sont liés. Et le cadre sous-jacent, dès lors, de régime de données ODD 4 limite parfois notre capacité à suivre les éléments importants de l'inégalité qui se croisent avec parfois des cycles de vie. Despite continued challenges, the book collectively points to opportunities for action that can address gaps in data production, governance, and use in order to improve education for all. First, there are increasing initiatives to prioritize regional, national, and sub-national data systems in a manner that aligns more closely with policy priorities. Initiatives by the African Union members to align indicators with continental and domestic priorities provides a case in point. The focus on cross-national monitoring focus sur les suivis peut nous distraire du travail important de développer des systèmes de données, des systèmes qui sont plus transparents pour que la population puisse utiliser les données pour l'action et aussi assurer cette responsabilité. Deuxièmement, les pays et les régions doivent trouver des façons de trouver et aussi des exemples prometteurs pour créer des systèmes d'alerte précoces en Amérique du Sud et dans les pays d'Asie. Il y a encore beaucoup de lacunes pour ces systèmes dans les secteurs de l'éducation et aussi pour relever les défis pour ces systèmes et aussi pour les systèmes d'éducation fournis par des entités privées. Il y a aussi d'autres barrières logistiques pour assurer cette promotion, pour la promotion des ODD 4. Il y a aussi des initiatives prometteuses qui améliorent le système d'agression. Il y a eu aussi un système de collecte de données et aussi des initiatives importantes liées à la souveraineté des données indigènes. Prochain diapo. Nous espérons que vous êtes toutes engagées dans ce travail et aussi de l'importance de lutter contre ces lacunes dans les données du ODD 4 et que vous nous aiderez de parvenir à un bon système d'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcos, d'avoir réuni ce framework, ce cadre de travail grâce auquel nous pouvons comprendre mieux ce qui se passe
dans le ODD en matière de régime de données pour ce qui est de l'ODD 4. Et maintenant, nous allons voir quels sont les messages clés de chacun des chapitres tels que vous les avez présentés. On va commencer par le cadre de travail conceptuel de Marcos. Donc maintenant, nous avons donc ces données sont manquantes à cause du reporting et à cause du cadre de travail. Si on peut utiliser ce qui est en ligne, ça va continuer. Et les chapitres montrent qu'il y a aussi beaucoup de données manquantes et devront être incorporées et on pourrait lutter contre ce problème en assurant un meilleur suivi. Le cadre de travail, c'est une intersection avec les dimensions, des modèles écologiques, la famille, la communauté et aussi les écoles. En utilisant ce cadre de travail, je constate qu'il est important que l'intersection des dimensions et ces données manquantes affectent les indicateurs. On a identifié des groupes. Grâce à ce groupe, pourrait faciliter l'identification des groupes marginalisés et aussi contribuer à atteindre les cibles de l'ODD 4. Et aussi, et évidemment, cela pourra mener à une manque d'éducation, une déprivation de l'éducation. Le nouveau cadre de travail permettra un meilleur ciblage et aussi pour que c'est un meilleur groupe et un suivi plus robuste, plus efficace. Je m'appelle Alexandro avec mon collègue Martine Casto. Nous avons donc ce chapitre de l'éducation pour l'Amérique du Sud. Notre chapitre se penche surtout sur les amis pour voir ce qui se passe au niveau des données, des défis et des lacunes. Si vous lisez ce chapitre, vous trouverez d'abord une analyse des groupes de données manquantes, les groupes de personnes ce qui se passe, par exemple, avec les enfants ou les enfants handicapés. Vous trouverez aussi une analyse des types de données manquantes au niveau de l'éducation, des modalités d'éducation qui sont aussi représentées dans notre système d'information. Ce qui se passe dans notre région, par exemple, avec l'éducation des enfants, enfin dans la petite enfance. Et il y a aussi notre conclusion principale, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la production des données qui est de plus en plus élevée et l'utilisation de ces données pour la planification régionale et l'élaboration des résultats. Je vous invite à constater ce qui se passe dans notre région et aussi à réaliser qu'il faut bien cibler les priorités des données d'éducation pour aboutir à un meilleur système. Je m'appelle James Schubert. Je vais parler du chapitre 5 des données manquantes et le développement durable dans ces régions, comme vous pouvez le savoir. Si on veut aboutir à un développement durable, exige un effort constant pour bien déceler les lacunes de données pour améliorer ces données sur l'éducation. Il faut aussi voir qu'il est essentiel pour mesurer l'apprentissage et voir et rester en arrière et surtout en ce qui concerne les enfants en désavantage. C'est vraiment très vrai en Nigeria et il y a aussi le développement rapide économique
a a causé le recul et de beaucoup de personnes qui restaient en arrière. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à suivre et restent en arrière. En ce qui concerne les groupes de lacunes manquantes, les types de données en ce qui concerne les développement durable pour les ODD 4. Il y a une argent urgente qui est nécessaire pour découvrir quelles sont les lacunes manquantes. Parce que dans seulement 5% des indicateurs des ODD 4 ont été couverts selon les directives des Nations Unies. Il y a eu un progrès et grâce à la publication de ce chapitre, il y a encore des défis pour désagréger l'information et aussi pour repérer quels sont les groupes les plus désavantagés. Et aussi, il faut lutter contre relevant ces défis dans ce chapitre pour voir quels sont les types de gens et d'indicateurs qui sont les mieux représentés dans l'éducation en Asie et pourquoi est-ce que ces dates manquent, pourquoi il y a eu toutes ces lacunes et ce qui manque et voir comment est-ce que les données manquantes sont liées à des systèmes locaux et régionaux et quels sont les défis pour lier ces systèmes de données manquantes au système éducatif en attente. Nous avons mis en évidence les régimes de ces et l'hétérogénéité, aussi le manque de mécanismes régionaux pour mettre à jour l'harmonisation des données, le partage des données et aussi améliorer ces meilleures pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, pour ce chapitre décrit les priorités pour les données manquantes pour les ODD dans les régions arabes qui se composent de 22 États qui se sont joints à la communauté globale en s'engageant à l'agenda pour un développement durable. Depuis 2015, les pays arabes ont fait beaucoup d'efforts pour accomplir l'agenda 24 et les ODD. Mais la région, en dépit de ses efforts, ne pourra pas atteindre accomplir cet agenda à cause de beaucoup de régions et domaines critiques. La situation sociopolitique et les conflits et les crises dans cette région qui existent déjà, évidemment, ont aggravé ces inégalités et ont entraîné l'exclusion des plus pauvres, les plus désavantagés, ceux qui sont le plus marginalisés, ceux qui sont dans des situations vulnérables. Et ce chapitre décrit le développement et le contexte des données dans la région et l'impact sur la qualité des données, le type de collecte des données dans la région et décrit aussi pourquoi est-ce que ces données manquent, les lacunes dans les systèmes d'éducation et aussi pour voir comment est-ce que l'on pourra rejoindre cet agenda. L'impact de ces données manquantes fait l'objet d'un débat. Il y a des recommandations pour résoudre ces données, ces lacunes de données. Merci beaucoup. J'ai terminé, mais il y a aussi un chapitre dans le livre en Afrique où Angela recommande des mesures pour résoudre ces problèmes et se focaliser sur les motivations et vous trouverez cela dans cet autre chapitre. Et maintenant, nous passons au chapitre
thématiques avec des massages des auteurs. Je m'appelle Cara Venetti, je suis une chercheuse associée dans ce centre de suivi. Je suis la co-auteur du chapitre intitulé « Les données manquantes en matière d'éducation et le régime de données de l'ODD ». En 1922, des millions de personnes ont été déplacées à cause de conflits des âges et 11,8 millions étaient des enfants de très jeune âge et de 9 millions étaient des enfants entre 12 et 17 ans. Les enfants qui sont déplacés dans leur propre pays, souvent, ne figurent pas dans ces données parce que ces enfants, souvent, on ne tient pas compte de ces enfants qui ont dû se déplacer dans leur propre pays parce qu'elles n'ont pas été signalées par les autorités dans les centres d'éducation ou dans les abris. On ne les sont pas enregistrés parce que ils sont aussi en 2020, toutes les données ont donné que il y avait seulement 5% et ce qui cela nous empêche de rendre compte des défis uniques auxquels sont confrontés les enfants déplacés à l'intérieur de leur pays. C'est particulièrement le cas lorsque l'on recherche des données relatives à l'éducation. Les enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays sont confrontés à des défis uniques lorsqu'il s'agit d'accéder à une éducation équitable et de qualité. Mais sans ces informations, il est impossible d'en tenir compte et d'adapter les interventions pour mieux répondre à ces défis uniques. Il est donc impératif d'améliorer la disponibilité de données actualisées, fiables et comparables sur l'éducation des personnes déplacées dans leur ensemble. Pour ce faire, il est essentiel d'investir dans la collecte de données locales, dans des systèmes de suivi nationaux et régionaux et de donner la priorité à la sécurité des enfants. Pour une exploration en profondeur de cette question cruciale, vous pouvez bien sûr lire notre chapitre. Et pour plus d'informations sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et sur l'éducation, consultez le site web de l'Internal Displacement Monitoring Center. Merci. Bonjour à tous, merci de nous avoir donné l'occasion d'enregistrer cette vidéo sur le chapitre que nous avons rédigé. Notre chapitre a pour titre « Souveraineté des données des peuples autochtones et données manquantes en matière d'éducation ». Rapidement, Jack Cochrane et moi-même, nous travaillons à l'Université de Tasmanie. Ma famille est aborigène, c'est le peuple Worimi. Alors, le peuple Worimi, il se situe dans le nord, au nord de Sydney. Alors, dans l'ensemble, les systèmes éducatifs des États-nations ont généralement donné la priorité à la vision du monde des groupes ethniques dominants, mais aussi à certaines composantes, le cursus scolaire, donc le programme, les mesures de la réussite des élèves et les données. Maintenant, j'en viens au chapitre que nous avons rédigé avec nos co-auteurs Karen Martin et Gawayan Bodkin-Andrews. Nous faisons valoir, nous soutenons que les concepts de souveraineté et de gouvernance des données autochtones sont des éléments clés si l'on veut que les peuples autochtones obtiennent des données éducatives de qualité reflétant nos visions du monde et nos priorités en matière d'éducation. À l'heure actuelle, de nombreuses données en matière d'éducation et en ce qui concerne en particulier l'éducation des peuples autochtones sont manquantes ou devraient être considérées comme des données manquantes en tout cas. Bonjour, je suis Hélène Londman, je suis l'un des co-auteurs avec Hélène Hunter-Alter et Rosie Pepin du chapitre consacré aux données manquantes sur le genre et l'ODD 4. Dans ce chapitre, nous explorons certaines des limites et des difficultés liées aux données concernant l'égalité de genre au sein de l'éducation et dans le cadre du suivi de l'ODD 4. Des défis qui concernent notamment la disponibilité de données, l'inexistence de données, l'étroitesse du champ d'application des données et l'incohérence en ce qui concerne la collecte et la communication des données. Dans ce chapitre, nous nous intéressons
nous appuyons sur les travaux du projet AG, un projet de reddition de comptes pour l'égalité des genres et l'éducation. Et nous nous intéressons aux résultats de discussions et d'entretiens participatifs que nous avons conduits dans le cadre de ce projet avec des experts travaillant sur l'égalité des genres et l'éducation en Afrique du Sud, au Malawi et dans le monde, partout dans le monde, à l'échelle mondiale. Dans ce chapitre, nous examinons certains des facteurs expliquant l'absence et les lacunes en matière de données et nous soulignons les étapes importantes par lesquelles il faut passer si l'on veut améliorer les données sur l'égalité de genre et sur l'éducation pour combler ces lacunes. Ce faisant, nous présentons un cadre, le cadre de l'indicateur AG, qui offre une nouvelle approche innovante pour mesurer l'égalité des genres au sein de l'éducation. Nous espérons que cette réflexion, que les processus flexibles et participatifs qui sous-tendent le travail du projet et le cadre, que tout cela suscitera une réflexion sur la façon dont les contextes différents peuvent être pris en compte à travers les indicateurs et les données. Et enfin, en ce qui concerne l'élaboration de futurs objectifs mondiaux en matière d'éducation, nous espérons que ce chapitre fournira des pistes de réflexion sur la façon dont on peut aller au-delà de cette focalisation étroite sur les intrants et les extrants. Et on espère qu'on pourra utiliser alors les données, mais d'une autre manière, pour bien comprendre de façon plus efficace, en tout cas, les complexités des inégalités entre les genres dans l'éducation, et ça permettra alors de suivre plus efficacement les progrès réalisés sur la voie de l'égalité entre les genres. Nous espérons en tout cas que vous avez apprécié ce chapitre ou que vous l'apprécierez, en tout cas quand vous le découvrirez. Merci à tous les auteurs, en tout cas, pour cette entrée en matière. Nous allons maintenant passer à la table ronde. Nous allons débattre d'abord avec Pali Leola, le fondateur de l'Institut panafricain des preuves. N'oubliez pas de continuer à poser vos questions dans la fenêtre prévue à cet effet. Après cette intervention, nous passerons rapidement à la table ronde et entre-temps, bien sûr, vos questions seront enregistrées et les panélistes et les auteurs y répondront. Pali, bienvenue. Merci d'être là. Merci beaucoup. Très heureux, en tout cas, d'être là. J'espère effectivement que nous allons pouvoir continuer à débattre. Nous avons souvent en Afrique du Sud des coupures de courant. J'ai, vous le voyez, revêtu le maillot de l'équipe de foot d'Afrique du Sud qui est arrivée troisième lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se terminer. Alors, les données manquantes en matière d'éducation, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous voulons laisser personne sur le bas-côté de la route. Alors, le bilan est un peu déprimant, mais ce qui est encourageant, c'est que les analyses se poursuivent, s'approfondissent, et ça nous permet effectivement de mettre le doigt sur les difficultés et les défis, mais c'est un travail encourageant qui doit se poursuivre. Oui, il y a des défis, effectivement, parce que le monde se polarise de plus en plus, et à la faveur de cette polarisation, les personnes et les peuples marginalisés le deviennent davantage encore. Et le livre, ici, entend présenter justement les dangers que cela représente dans le cadre des ODD, les objectifs de développement durable. Nous voulons laisser personne sur le bas de la route, sur le bas-côté, et nous constatons que ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui se produit, au contraire. Et donc l'étude, effectivement, braque le projecteur sur ceux qui sont oubliés, marginalisés, qui sont marginalisés non pas de façon temporaire, non pas pour des raisons géographiques, mais pour d'autres raisons peut-être plus profondes et parfois difficiles à cerner. En effet, il est important, justement, de bien comprendre ce phénomène, de comprendre pourquoi autant de personnes ou de catégories sont marginalisées, sont vulnérables. Et donc, ce document apporte des éclairages très intéressants. Alors, quand j'ai vu effectivement la liste des intervenants, j'ai constaté qu'il y avait quasiment que des hommes. Alors, ce qui m'a inquiété, parce que je ne voulais effectivement pas que nous-mêmes, nous laissions de côté les participantes, les intervenantes, qui ont aussi, bien sûr, leur mot à dire. Alors,
Maintenant, comment est-ce que effectivement nous pouvons appréhender la problématique qui nous occupe? La question est posée. Comment peut-on effectivement améliorer la donne, améliorer le système pour qu'il soit plus inclusif? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Je pense, en ce qui me concerne, que l'inclusivité est le fruit de la mobilisation. Le livre va nous aider à nous mobiliser et à mobiliser tout un chacun. Et grâce à cette mobilisation, on va créer des partenariats. Et ces partenariats, effectivement, ils concernent également les administrations publiques. Et je pense notamment aux Nations Unies. En effet, la question de l'éducation est une question qui relève nécessairement des secteurs et du service public. Et donc, nous avons une communauté d'experts qui formulent des recommandations. On connaît les 11 stratégies, les 11 principes plutôt, les 62 stratégies, elles sont tout à fait connues. Eh bien, ça peut déboucher sur un consensus. Et je pense notamment à un consensus en ce qui concerne la bonne réglementation et la bonne politique. Pour tout cela, il nous faut des données. Les données, c'est essentiel. Et donc, des partenaires, nous en avons besoin. Il faut travailler avec ces partenaires qui peuvent nous aider, justement, qui peuvent nous aider à obtenir des résultats à travers le prisme des données. Je pense aux genres, aux personnes handicapées, aux peuples autochtones, au système de savoir autochtone. Alors, vraiment, la question que nous nous posons est la suivante. Lorsque nous constatons que dans le monde actuel, les technologies abondent. À l'époque où j'étais étudiant universitaire, c'était tout à fait différent. Mais aujourd'hui, ce qui a changé également, c'est la perception des risques. L'interprète est navré, mais le son et l'image viennent de se couper, de se figer, et donc l'interprète n'entend plus l'intervenant. And that letter had to be written and then answered. That cycle could take anything from À l'époque, il n'y avait pas tous ces outils technologiques que nous avons aujourd'hui. On s'échangeait des courriers postaux, ça prenait des semaines et ça se répercutait sur l'évaluation des risques, les stratégies. Je pense notamment au domaine de l'agriculture. Pour avoir des prévisions, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, nous avons beaucoup d'outils technologiques et on peut obtenir des réponses en l'espace de nanosecondes, en une fraction de seconde. Alors, avec tous ces outils technologiques, comment se fait-il qu'il y ait autant de disparités qu'à l'époque où il n'y avait pas toutes ces technologies? Les données, les statistiques sont donc essentielles si l'on veut analyser la situation. Tout ça est très important. Alors, il y a des données qui sont manquantes et donc, effectivement, ça se répercute sur l'organisation de l'éducation. Et maintenant, on le voit, grâce à ce livre, on arrive à avancer parce qu'on pose les bonnes questions. Il faut poser les questions qui concernent les ressources humaines, l'économie politique. Il y a quelques jours de cela, à Addis Ababa, au Parlement, on a parlé justement du rôle de l'éducation et des progrès réalisés en la matière. Mais, encore une fois, on a constaté qu'il manquait des données. Nous manquons cruellement de données. Et c'est vrai que les statisticiens ont commencé à relever ce défi, mais il y a parfois un problème de continuité. Et nous sommes face à un grand nombre de contraintes. Il y a toute une série d'entraves qui nous empêchent de prendre de bonnes décisions politiques. Et nous avons besoin pour cela de la continuité, de l'analyse, de la compréhension, donc des données. Il faut être capable d'avoir cette vision d'ensemble qui est vraiment à la base de la bonne politique et des bonnes décisions politiques. Mais aujourd'hui, face aux avancées technologiques, nous avons un potentiel énorme grâce justement à ces nouvelles technologies. Ça devrait nous permettre effectivement de réaliser des avancées importantes. La technologie peut être un facteur de promotion. L'éducation
En fait, elle passe aussi par l'utilisation des technologies. Les technologies, elles peuvent être neutres. Et donc, si l'on a accès aux technologies, on peut avoir accès à l'éducation de qualité pour tous. Tout ça est à portée de main. Et pourtant, il y a quand même encore beaucoup d'entraves, d'obstacles et d'inégalités. Et donc, les grands principes que j'évoquais tout à l'heure vont nous aider effectivement à aller de l'avant et à répondre, à relever les défis, à répondre aux bonnes questions. Quid de l'économie politique? On ne veut laisser personne sur le bas-côté. Mais où en est-on, surtout dans le domaine de l'éducation? Il y a des personnes handicapées, il y a des personnes vulnérables, il y a des personnes de genres différents, des personnes qui appartiennent à des groupes différents, à des collectifs différents, à des régions différentes, et toutes ces personnes doivent pouvoir avoir accès à l'éducation. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce book, effectivement. Ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permettra d'atteindre ces objectifs, ces ODD des Nations Unies, et en particulier l'ODD 4, qui est effectivement essentiel pour le changement, parce que l'éducation, c'est la clé. C'est la clé, le sésame qui ouvre toutes les portes, mais ça permettra de relever les défis. C'est pour ça que l'on pourra aller de l'avant. Nous remercions en tout cas tous ceux qui ont contribué à ce livre très important, à cet ouvrage de référence qui devrait nous permettre de nous tourner résolument vers l'avenir. Et j'espère effectivement que nous allons pouvoir changer notre fusil d'épaule, comprendre les choses et ajuster nos réponses face à ces défis. Merci beaucoup. Thank you, Pali, for those words, for reminding us of that key question about. Merci Pali pour ces paroles, pour nous avoir rappelé des buts de l'économie politique, savoir quelles sont les données régime donné avant de savoir quelles sont les données dont nous avons besoin et pour pouvoir assurer le suivi de ce régime donné, pour assurer une collecte efficace des données. Il faut aussi poser des questions sur l'efficacité de l'utilisation des données par les apprenants, les enseignants, par la société, par les organisations des Nations Unies, et aussi de savoir si l'utilisation de ces données sont orientées dans la bonne direction en ce qui concerne les ODD 4. Nous allons avoir une pause de 4 minutes avant d'entamer le panel. Donc, on se retrouve dans 2 minutes et demie pour les panels. Merci. Right. Welcome back, everyone, to the second part of this missing. Bien, entame la deuxième partie de ce sommet. Je suis ravi de passer la parole à Amita Chudga, professeure de politique d'éducation et à l'Université d'État du Michigan aux États-Unis. Son travail examine l'influence du travail à la maison et des contacts avec la communauté sur le travail des enfants, surtout dans des environnements où les ressources sont limitées. Elle travaille aussi à étudier des variables de politique pour s'assurer que les enfants dans des environnements difficiles aient accès à l'éducation. Merci beaucoup, Amita, d'être ici avec nous. Et je suis ravi de vous donner la parole pour que vous puissiez modérer ce panel. Merci beaucoup pour ces introductions très aimables. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour cette organisation et je voudrais féliciter Daniel et Marcos. J'ai le plaisir de présenter ces deux panels. On s'occupe de cette question des données manquantes. Ce qui m'impressionne, c'est que ces données manquantes attirent notre attention aux préoccupations liées à des macro-préoccupations
On a besoin de systèmes et les échelles ont besoin de standardisation des systèmes bien conçus. Nous avons besoin de définitions standards pour que nous puissions essayer de comment est-ce que on peut résoudre ces problèmes. Il faut aussi assurer la sécurité des données et avoir aussi des systèmes disponibles et transparents. En ce qui concerne le problème des données manquantes et des systèmes, des macrosystèmes, ça dépend aussi de bien définir ces processus. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser et vous assurer que ces macrosystèmes fonctionnent bien. Ce que nous voulons, c'est que l'on puisse aussi considérer au niveau macro les expériences de ces personnes, ceux qui ont fait partie de ces systèmes et ces individuels qui sont dans des régions géographiques où on n'a pas eu beaucoup d'informations historiquement, des enfants handicapés, des enfants qui ne sont pas scolarisés ou à peine, ou qui ont été dans des régions dévastées par la guerre et qui n'ont pas eu accès à l'éducation. Nous savons que les catégories de recensement systématiquement ignorent des segments de la population et que ces identités ne font pas partie du système de collecte des données. Il faut se savoir quel genre de questions il faut se poser pour mieux comprendre les défis ce qui concerne ces groupes. Il faut aussi ces données sont souvent différentes. Souvent, je pense dans mon travail quels sont les problèmes. Il y a des problèmes aussi en ce qui concerne les enseignants. Et ces informations que nous avons sont valables, mais souvent, elles n'est pas suffisante. Dans ces deux panels, je pense qu'ils vont rejoindre ces problèmes pour voir comment est-ce que les systèmes de données travaillent à grande échelle avec ces systèmes micro et les considérations micro et les considérations macro. Et j'espère que l'on pourra tirer profit de ces remarques. En guise de conclusion de mes remarques, avant d'aborder ces panels, je voudrais vous offrir trois pensées, trois réflexions. L'une est dans l'esprit du chapitre 2. Lorsque l'on considère la question des données manquantes en éducation, ce qui est crucial pour notre compréhension du l'ODD 4, on pourrait penser que l'éducation est une entreprise sociologique. Quels sont les autres systèmes de données, autres sources de données peuvent être maintenues sur lesquelles on peut s'appuyer et les éducations, les enseignants pour mieux informer notre pratique. Je voudrais aussi se demander que lorsqu'on pense au défi des données manquantes, j'espère que l'on peut, sur qui repose le fardeau pour la collecte de ces données manquantes. Nous avons constaté que les MES sont tout à fait valables, mais souvent ces données sont recueillies par des enseignants dans des établissements scolaires où elles sont retirées de leur travail quotidien. Mais souvent, la collecte des données, c'est aussi un fardeau. Et une dernière remarque, il faut que la conservation de ces données manquantes est importante. Il faut savoir ce qui manque de l'utilisation de ces données. Il faut aussi considérer les façons dont on pourra incorporer mieux ces données et savoir pour qui sont ces données pour les enseignants et les apprenants ou d'autres entités. And for our first panel on GAP's progress and localization of the SDG4 data regime in 4 regions, we're very glad to have with us Nelson Opong, who will be moderating this panel. Nelson, over to you. Hello, and thanks for the kind invitation. Let me also add to the words of compliment to Marcus
and Daniel for this wonderful contribution, and to all the contributors for this book. I think we've highlighted a number of very important themes, but I'm very excited, particularly about the opportunity that the book provides for a more realistic and informed conversation between researchers and academics like us and those also in the field. So we have 3 authors for this chapter who have kindly offered to Donc, share. des auteurs qui ont accepté d'échanger avec nous dans le cadre de ce panel. And my first question is, Je vais poser quelques questions aux auteurs, aux intervenants. J'aimerais leur demander d'abord, pour vous, quels sont les grands changements, quels sont les principaux changements qu'il faut opérer en ce qui concerne les données en matière d'éducation? Qu'est-ce qui doit changer absolument? Et d'après vous, Est-ce que vous pensez? Hello. So, Oui. Hello. Sorry, we have one technical issue with the interpretation. Yes. Now, On a please go on. petit Please go on. problème Okay. technique. So the question that I La have question for que j'ai, the authors, I could hear something. Et Jean-François, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Okay, so the question for the authors, the first question that I have aux auteurs, is la première question, what donc, do you consider as the most urgent que vous changes considérez needed to the education comme data systems les, in order to address the marginalization comment of peut missing groups in s'adresser your à la region? marginalisation And I'm des going to groupes dans start la with région. Karma. Et je vais. Good afternoon, everybody. Thank Bonjour you, tout le monde. Nelson, for introducing the questions and the oui, panel. merci d'avoir présenté les questions. Nous constatons dans le chapitre que j'ai rédigé que la collecte de données dans le monde arabe est confrontée à des limites importantes. Il est difficile d'avoir des données fiables, des données validées, des données ventilées. Et donc, pour nous, ce qui est urgent, c'est de travailler précisément sur la qualité des données informatiques, statistiques plutôt, des données statistiques à produire à l'échelon national, à l'échelon régional aussi, sans oublier bien sûr la question de la fréquence de collecte de ces données. Il faut que ces données, par ailleurs, soient comparables, permettent des comparaisons à l'échelon international. And are being accessible to the various stakeholders. Et This is aussi one issue that we need utilisé to par les think of. autres. Another thing that we need to work on basically Il faut travailler is we need aussi. to have currently we don't have statistical apparatus. Nous n'avons pas It's quite actuellement un efficient appareil de in the Arab region, statistique. and we need to work on a cohesive and integrated statistical system in most Il nous of faut the insister sur la cohésion du système, il faut intégrer le système dans la région du monde arabe, utiliser donc toutes les données disponibles pour essayer effectivement de trouver des réponses aux différents indicateurs qui permettent de constituer des jeux de données. Le monde arabe doit fixer des systèmes communs de suivi. Il faut développer de nouvelles sources de données, il faut actualiser les données actuellement utilisées. Et ce qui est important, il faut mettre à jour, moderniser la loi en matière de données statistiques. Comme l'a dit Daniel dans son propos liminaire, nous devons vraiment mettre à jour, moderniser nos données statistiques et notre législation en la matière. Il faut encourager le développement de stratégies nationales pour le développement des statistiques. Et ce qui est important, c'est de renforcer la capacité de ceux qui travaillent sur les données statistiques et pour développer la base de données,
pour que les données soient plus accessibles pour les différentes parties prenantes, pour que effectivement les parties prenantes puissent utiliser les données à des fins de recherche et de développement. Sans cela, il ne sera pas possible effectivement de planifier, de faire de la planification, d'attribuer, d'allouer les ressources, étape indispensable à la réalisation des ODD. Voilà, pour moi, les grands changements qui sont urgents et sur lesquels nous devons nous concentrer dans la région arabe. Merci beaucoup pour cette intervention, pour votre concision aussi et pour la richesse de votre réponse. Alors maintenant, je vais passer à notre deuxième auteur, c'est Martin, qui va parler de la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Encore une fois, la question que je vous pose est la suivante. Pour vous, quel est le changement le plus urgent qu'il faut opérer en ce qui concerne les jeux de données en matière d'éducation pour justement répondre à la problématique des données manquantes que vous avez identifiées? Donc, bonjour à tous. Merci. Merci Nelson. Félicitations à toute l'équipe. Félicitations pour les efforts qui ont permis d'aboutir. Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais je vais répondre en espagnol. En ce qui concerne les défis de la région d'Amérique latine et des Caraïbes, il y a beaucoup de défis liés aux problèmes méthodologiques, des problèmes liés à l'identification des populations vulnérables, liés à d'autres thématiques comme la sécurité. La liste est longue. Et donc, je pense que le plus important, la clé, véritablement, qui va permettre d'améliorer la donne, qui va changer la donne, c'est le renforcement de la culture de l'utilisation de l'information. Il y a au sein de la région un certain déséquilibre entre les efforts consentis, les investissements pour la production de données et les efforts consentis pour l'utilisation des données dans les politiques, pour l'utilisation de ces données pour l'amélioration des systèmes éducatifs. C'est ça le premier défi. Il faut créer de meilleures conditions d'utilisation des informations disponibles, des données disponibles en matière d'éducation. Le deuxième grand défi concerne l'intégration des données, et des données en matière d'éducation. Il y a une demande croissante, on veut plus de données, de meilleure qualité, et la principale source des données aujourd'hui dans la région, ce sont les systèmes d'information éducatifs. Ces systèmes, il faut les développer, il faut qu'ils se développent pour que l'on puisse répondre à la demande, mais le système a ses limites. Et donc, il faut renforcer les processus d'intégration des différentes sources de données, justement pour créer un écosystème d'information pour répondre aux différents types de demandes. Ça nous permettra effectivement de nous concentrer davantage sur les populations vulnérables. Et il faut donc renforcer les sites de production d'informations au niveau régional. Il peut s'agir d'organisations internationales, mais d'autres acteurs aussi impliqués dans le suivi du secteur de l'éducation. Les pays produisent beaucoup de données, beaucoup plus de données que celles qui sont disponibles au niveau régional. Ça s'explique par toute une série de difficultés en ce qui concerne donc la connexion et la comparabilité des données. Et donc, les organismes internationaux ont la possibilité de construire une stratégie, de bâtir une stratégie pour accompagner, pour suivre et pour renforcer la production d'informations des pays et pour aussi mettre des données à la disposition des régions, parce qu'on a beaucoup de données à l'échelon national, mais on dispose de peu de données comparables au niveau régional. Dernier intervenant, James, qui est effectivement notre consultant international en suivi et en évaluation. Et je vais lui demander, par ailleurs, de répondre pour la région asiatique. James, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être
à vos côtés aujourd'hui. Avant toute chose, avant d'entrer dans le détail des défis, il est important, me semble-t-il, d'identifier les groupes concernés. Car, en effet, les défis sont spécifiquement rattachés à certains groupes. Ce sont des groupes importants pour l'Asie. Il y a donc les enfants invisibles ou peu visibles en Asie. Il s'agit d'enfants sans papier, déplacés, les enfants d'immigrés, de personnes qui vivent dans des logements insalubres. Il peut s'agir d'un deuxième groupe des enfants qui vont à l'école, qui sont scolarisés dans des zones de conflit, membres souvent de groupes de minorités ethniques, avec donc peu de partage de données avec les officiels gouvernementaux, puis des enfants qui qui sont scolarisés dans des écoles non publiques, des institutions non publiques, non étatiques, donc qui bénéficient parfois de fonds publics ou pas du tout, ça dépend. Et puis il y a des écoles qui ne sont pas subventionnées et donc qui ont souvent moins de possibilités de contrôle et de suivi, qui sont des écoles qui sont peu visibles finalement, moins visibles que les écoles financées par les pouvoirs publics. Voilà. Et ces groupes, en réalité, sont confrontés à des défis spécifiques, les solutions à appliquer, donc varient. Des solutions qui ne sont pas nécessairement techniques, mais qui relèvent plutôt de la politique, du changement législatif ou des partenariats stratégiques. Dans le cas des enfants invisibles ou peu visibles, sur le plan politique, sur le plan législatif, que peut-on faire? On peut améliorer l'identification et les processus d'enregistrement pour ces enfants invisibles ou peu visibles. Ça permet à ce moment-là de les identifier, de les suivre. Et donc l'enregistrement, l'inscription permet effectivement aux enfants de familles immigrées d'accéder aux services publics dont ils sont parfois exclus, totalement ou partiellement. Et tout ça permettra de reprendre ces données dans les systèmes publics et de les insérer dans des études, des sondages et dans toutes les activités de collecte d'informations portant justement sur les institutions, les écoles relevant du gouvernement. Et puis, il est important de dire que l'amélioration de cette identification permet d'améliorer les processus et les standards et les normes, s'agissant par exemple des enfants porteurs de handicap, ce qui permet de répondre à ces défis en apportant des réponses adaptées aux besoins de ces personnes. Pour ce qui concerne les enfants scolarisés dans des zones de conflit, les partenariats stratégiques entre les ONG et les autres organismes de la société civile présents dans ces régions, avec l'intervention parfois de partenaires de développement, permet de partager des données avec les gouvernements. Ces données sont souvent collectées par les ONG et par les OSC, et donc cela permet de surmonter de ce fait des problèmes liés à la protection des données à caractère privé. Et puis pour les enfants scolarisés dans des écoles non gouvernementales ou dans des secteurs où les institutions ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics, il peut s'agir effectivement de l'éducation non formelle, eh bien, au niveau législatif et au niveau politique et stratégique, il nous faut bien sûr une législation forte en ce qui concerne la falsification des données, la complétude des données. Les données doivent être complètes et donc il faut effectivement qu'on dispose de données pour toutes ces institutions et tout ça. Au niveau technique, il faut que les systèmes de données soient accessibles pour ces institutions. Et même s'il s'agit d'institutions non publiques ou non formelles, il faut des normes pour que l'on puisse partager les données entre les systèmes présents dans ces secteurs et utilisés par ces systèmes informels. Je vais maintenant rapidement parler aux questions transversales. Alors, l'un des grands défis, c'est l'utilisation des données en ce qui concerne l'environnement éducatif, les processus et la qualité d'enseignement. Il faut bien comprendre quelles sont les normes communes qui peuvent s'appliquer. Ça nous donne là une petite idée de la qualité de l'éducation dans les régions. Et enfin, il y a un dernier défi en Asie qui concerne la comparabilité des données qui proviennent de sources ou de modalités différentes, les études des ménages, par exemple, et d'autres sources de données comme, par exemple, les études ad hoc, les études portant sur les acquisitions des savoirs à l'école. C'est un défi important en Asie et dans le monde. Merci. Merci beaucoup, James. Alors, maintenant, encore une question. Et là, il va s'agir d'action. Et je vais demander aux membres de la table ronde de réfléchir à cette question. Quels sont les changements les plus prometteurs qui seraient à l'œuvre dans vos régions respectives?
Je vais commencer avec Karma pour le Moyen-Orient. Voilà. Merci de répondre. Merci beaucoup. Une des grandes questions que nous avons épinglées dans notre chapitre concerne le cadre politique inadapté dans notre région, dans la région arabe. Les problèmes d'intégration et d'alignement des politiques vis-à-vis du cadre des ODD et l'agenda 2030. Ce que je peux dire, et c'est heureux, c'est que dernièrement, ces dernières années, on a constaté des grandes améliorations, des grandes avancées. Les rapports en matière d'ODD, d'ailleurs, le rapport 2024 va sortir prochainement et ce rapport portera sur les initiatives politiques qui ont été prises dans la région arabe, tout ce qui a été mis en place ces dernières années. De la même façon, vous le savez, l'éducation pour le développement durable semble primer et l'un des domaines prioritaires, ce sont justement les initiatives politiques. Et il y a eu récemment une cartographie, un état des lieux qui a été fait de ces initiatives dans la région arabe. Et donc, il est apparu là que, effectivement, on a mis l'accent, les pays arabes ont mis l'accent en faisant des efforts considérables sur les politiques, les stratégies à mettre en place. De nouvelles politiques ont vu le jour, des politiques effectivement adaptées au pays, afin que ces pays puissent atteindre ces objectifs et respecter les critères fixés. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le rapport qui va sortir au mois de mars, c'est que la quasi-totalité des pays se sont dotés d'outils politiques pour que personne ne soit oublié. C'est vraiment le point essentiel des nouvelles politiques qui ont été développées par les pays arabes. Alors, ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré. Et il y a eu des changements d'ailleurs depuis que nous avons terminé notre chapitre. Il y avait notamment un autre problème qui était le manque de statistiques, les problèmes de suivi, de monitoring, etc. Et nous savons que les pays arabes, c'est une mosaïque, bien sûr, de différents pays, de différentes régions, avec des différences de développement et de revenus, chaque pays ayant ses propres spécificités. Donc, il y a certains pays qui avancent plus vite que d'autres. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour les pays à revenus médians, on a fait des efforts pour améliorer la gestion des systèmes éducatifs. On a amélioré le reporting, on a mis en place des portails, il y a eu des réformes des systèmes d'évaluation, notamment, même dans les pays à revenus moyens. Et donc, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie publient régulièrement des rapports d'évaluation nationaux. Voilà, ça s'est amélioré. Même pour les PMA, les pays les moins avancés, on constate que on fait des efforts pour inverser les tendances, pour inverser certaines tendances. Il y a des problèmes de reporting et de standardisation. Et alors, je peux vous donner un exemple. Aux Comores, le projet d'éducation transitoire a pour but d'améliorer l'utilisation des données au niveau national et on développe un annuaire statistique. Même là, dans les PMA, on le voit, on essaye d'améliorer la donne. Troisième aspect important qui s'est amélioré dans la région arabe, un certain nombre de pays à revenus médians, à revenus moyens, pays moins avancés, pays touchés par des conflits, mettent en place une série de mesures pour répondre aux besoins des enfants scolarisés, des enfants réfugiés. Et nous avons un grand nombre de réfugiés et d'immigrants dans ces deux groupes de pays. En adoptant des politiques permettant aux réfugiés de s'inscrire dans des écoles publiques gratuitement. Voilà les derniers développements. Même si on a pris des mesures pour l'intégration, c'était avant l'intégration du social dans le système d'éducation. Un exemple de Djibouti pour la solidarité familiale. En Mauritanie aussi, des programmes de transport national et aussi au Soudan. Ils intègrent l'induction dans le système de protection sociale. Et même dans les pays les moins développés,
On met en œuvre des micro-programmes, des programmes de capacité pour le développement dans les régions et dans des communautés très pauvres qui font partie des marginalisés que nous avons évoqués. Je voudrais aussi mentionner que même dans les pays arabes, dans des zones de conflit, malheureusement, qui augmentent, surtout dans les derniers 6 mois, on a développé des plans d'éducation spéciaux pour essayer de remédier à la disruption, la destruction des systèmes éducatifs. Certains pays ont lancé des plans pour réintégrer à l'échelon interne les personnes déplacées dans leur propre pays et aussi pour fournir une aide émotionnelle et éducative pour ces enfants qui ont subi un stress causé par les conflits. Ces projets se sont développés assez rapidement pendant ces 2 dernières années. Merci beaucoup. Maintenant, je passe à Martin. Martin, est-ce que tu pourrais être bref pour laisser un peu d'espace pour les questions et les réponses? Merci beaucoup, Elson. Ce qui concerne les changements les plus prometteurs que l'on identifie dans la région, j'en pourrais en citer un qui a commencé déjà depuis 10 ou 15 ans et qui s'est consolidé dans les dernières 5 ans, c'est l'enregistrement nominal avec le nom et l'identité éventuelle des élèves et des étudiants. Et c'est assez récent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et cela nous a permis de compter sur davantage d'informations, de compter avec d'autres données pour identifier mieux les populations vulnérables, les populations qui ont moins de possibilités, qui ont moins de mobilité, tout ça dans un contexte de pauvreté, et aussi de permettre de relier l'information disponible avec d'autres systèmes d'information produits par ces pays. C'est donc une grande innovation et se consolide et cela ouvre un scénario futur très prometteur. C'est-à-dire que il y a eu une innovation forcée pour ces systèmes d'information qui s'est produite à partir de la pandémie, qui a été causée par la pandémie. Les systèmes d'information ont été forcés de répondre à de nouveaux besoins inédits et pour pouvoir orienter les politiques de réponse dans ce climat de pandémie. Dans beaucoup de pays, il a fallu procéder à des innovations très rapides qui déjà étaient mises en œuvre depuis des années, d'où le développement de systèmes d'alerte pour empêcher l'abandon, entraver l'abandon scolaire qui a beaucoup augmenté pendant la pandémie et durant la post-pandémie. Troisièmement, je voudrais insister sur certaines initiatives qui se consolident à un niveau régional pour pouvoir joindre des informations pour le suivi thématique de ces informations, quelque chose qui est très articulé avec les pays de ces régions, ce travail avec ces pays à consolider des systèmes régionaux de suivi et pour consolider les systèmes nationaux d'information. Par exemple, il y a des initiatives. Nous avons notre atelier à Santiago, notre Toreo pour les élèves en situation de mobilité, un phénomène qui s'est accru et qui est préoccupant. Et aussi, il y a le suivi des élèves qui ont des handicaps, qui souffrent d'handicap. Il y a d'autres initiatives qui tendent à
mettre en place un système s'appliquant à l'éducation supérieure, les étudiants universitaires. Et tout cela, ce sont des développements prometteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à James. Merci beaucoup. Oui, par coïncidence, j'allais aussi parler de ces questions qui ont été évoquées parmi les grands esprits se retrouvent. Je vais commencer par le repérage des individus, repérer les individus, et surtout des enfants. Beaucoup on a du tracking individuel, on garde des registres, des fiches sur des enfants au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé pour identifier. On identifie ces enfants, on a le background, on a des détails sur son parcours scolaire, sur ses progrès, et on essaye de cibler des enfants individuels et aussi on tient compte de leur niveau d'handicap. Et il y a aussi les enfants qui sont à l'école ou hors de l'école. On essaie de cibler des enfants qui sont en risque de se trouver en dehors du système scolaire, qui ont un risque d'abandon scolaire. Et aussi, cela veut dire aussi que dans certains pays, qu'on commence à avoir un échange de données qui se produit au échelon supérieur pour montrer que certains secteurs peuvent être partagés, par exemple, lorsqu'un enfant figure dans un système de santé, s'il a été vacciné et s'il a été protégé. Et dans les limites de la protection des données de la cité, on peut voir si cet enfant est en risque et s'il a eu accès aux services essentiels dans le domaine de l'ODD 4. Et aussi pouvoir tenir à jour les registres nationaux concernant ces enfants et pour voir si on nous donne aussi des données à des fins analytiques, pour posséder des analytiques pour SDG 4.5. On peut désagréger les données grâce à une grande variété d'attributs et aussi de critères qui ne seraient pas dans cette base de MSTAT. Moi, je passe à cette deuxième opportunité, ce qui nous amène à la décentralisation, gestion des données, l'accès à ces instituts d'éducation et descendre jusqu'à l'individu. Il y a aussi des applications mobiles, accès mobile pour s'assurer que les parents, les enseignants, les enfants puissent avoir accès à ces données. Ça veut dire que les personnes s'engagent beaucoup davantage à ce système. Ces données peuvent être obtenues beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un progrès, ce qui nous permet de prendre des décisions plus rapidement et aussi pour la tenue des archives, des données sur tous ces enfants. Comme résultat, nous avons des données beaucoup plus complètes là où l'on a pu procéder et appliquer ces mesures. J'en viens à la coordination régionale et aux données. Il y a beaucoup plus d'activités au niveau régional dans le Pacifique et en Asie, et aussi par l'action de l'UNICEF et de l'UNESCO, on arrive à réunir des personnes et à comparer des données entre différents pays dans la région. Merci beaucoup, James. Je pense qu'on avait encore une minute pour terminer ce panel. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées. Les questions ont à voir avec l'engagement des acteurs et de voir comment est-ce qu'on peut synchroniser et harmoniser les données dans différents domaines. Et aussi, il y a une question, savoir si vous avez des suggestions de la façon dont on peut augmenter un bon usage des données. Simplement une réponse très rapide. Si vous avez une idée sur la façon dont on peut améliorer
et l'utilisation de ces données. Donc, Martine, je vois que tu lèves la main. Est-ce que tu peux répondre brièvement? Merci. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Je pense que s'il s'agit d'une question très intéressante, c'est un vrai défi. Je pense que la clé est de voir quelle est comment est-ce que l'on peut répondre aux problèmes dans l'éducation. Souvent, on met donc en disponibilité tout cela, ces défis. Mais quelles sont les données qui sont nécessaires et pourquoi? Quels problèmes vont résoudre ces données? Et non pas seulement à partir de la perspective des experts en données. La plupart des utilisateurs ne sont pas des experts. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de formation. Il faut qu'ils puissent relier leurs propres besoins à la disponibilité de l'information. Si l'information ne résout pas les problèmes des usagers du système, alors il est difficile, ils peuvent s'approprier pour améliorer le système. Merci beaucoup. Il y a d'autres participants qui voudraient intervenir en considérant les différences en termes de parents, enfants et enseignants et la variété de ces intérêts. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience des usagers, comme Jay le disait? Oui, très bien. Je vais continuer sur ce que Martine disait. Ce qui pourrait nous aider, c'est si le système est conçu pour l'intérêt des usagers. Pas tous les usagers veulent utiliser les systèmes pour les fonctions que le système a. Par exemple, transférer des élèves, des enseignants, protéger des enfants qui sont en risque d'abandon scolaire. Enfin, les protéger, c'est très spécifique aux raisons des utilisateurs pour que ce système puisse mieux fonctionner et pour améliorer le reporting. Cela, c'est lié à cette personne qui aide pour qu'elle puisse bénéficier d'un accès. J'en reviens au fait que les dispositifs mobiles sont très importants. La plupart des gens en Asie ont des dispositifs mobiles. Pas tout le monde, il n'y a pas toujours des ordinateurs dans les établissements scolaires en Asie. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui travaillent dans le secteur de l'éducation, mais cela inclut des parents, les élèves et d'autres personnes qui ont accès à une variété d'informations qui peuvent être disponibilisées pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes prêts à passer à la table ronde suivante. Merci, dit Moira, à tous les membres de la table ronde. Nous passons à la deuxième table ronde. Les données, les inégalités en matière de données en lien avec le données. Anne Smiley, directrice de projet adjointe au comité international de secours, va être notre modératrice. Merci beaucoup, Moira. Merci à tous. Grand merci. Merci à toute l'équipe pour le travail, pour la besogne abattue. C'est impressionnant de constater qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place au cours des 10 dernières années. Mais je pense que ça doit nous encourager. Nous ne pouvons que nous réjouir des progrès accomplis, même si effectivement nous savons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Nous allons, pour cette table ronde, nous intéresser à ces thèmes, aux données, donc aux inégalités. En la matière, nous avons 3 thèmes à approfondir. Nous allons parler du cadre structurel, l'identification des facteurs de l'inégalité. Marcos en parlera. Hélène et Rosie nous parleront du genre. Et Chiara, elle, pour sa part, nous dira ce qu'elle fait pour aider les personnes déplacées. Alors, pour gagner du temps, car nous avons un peu de retard, passons aux questions. Je vais demander à
un membre de chaque équipe thématique de répondre aux questions que je vais poser, comme on l'a fait tout à l'heure. Et chacun aura 2 minutes plutôt. On passera ensuite à la question suivante, avant de conclure. Première question, on commencera avec Hélène, de l'équipe genre. Quelle est l'erreur la plus courante en ce qui concerne les données en matière d'éducation, surtout en lien avec le genre? Je donne la parole sans plus attendre à Hélène. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il y a 2 idées fausses liées au genre, à l'éducation et aux données en la matière. On en parle dans notre chapitre. Première idée fausse, la politique en matière de genre permet de mesurer les inégalités en matière. Les mesures qui sont établies dans le domaine de l'éducation concernent l'inscription, la participation. Ce sont des mesures qui peuvent paraître claires, mais comme l'ont dit les chercheurs, la parité considère l'inégalité comme quelque chose de dénombrable. On ne parle pas des complexités des inégalités liées au genre. Comment peut-on assurer le suivi de l'évolution de cette complexité dans le temps? Et donc, on passe à côté des nuances de la réalité et du contexte. On ne peut pas percevoir comment plusieurs sources de discrimination peuvent interagir. Je pense notamment aux liens avec les politiques, les pédagogies, les cursus, je pense à la violence, et il y a d'autres façons de considérer les intersections, les croisements qu'il y a avec, par exemple, l'ethnie, la localisation géographique, la pauvreté. En Afrique du Sud, par exemple, nous avons mené des études dans le cadre du projet AG et nous avons constaté des données manquantes, des données associées aux personnes et aux groupes marginalisés. Il y a des inégalités croisées, des violences fondées sur le genre, à l'école et ailleurs, des discriminations fondées sur la sexualité ou l'identité sexuelle ou de genre. Et sans oublier, bien sûr, toutes les matières enseignées à l'école, au-delà des mathématiques et de la lecture. Et des choses qu'on ne peut pas mesurer ou pas bien mesurer avec les politiques actuelles. Deuxième idée fausse, idée reçue à propos de ces données, dans le droit fil de la première idée fausse, l'idée selon laquelle il est trop difficile de penser différemment l'inégalité en matière de genre. Mais ses conséquences. C'est trop difficile de collecter, pense-t-on, des données pour effectivement mieux comprendre, approfondir la compréhension des inégalités fondées sur le genre ou des conséquences de ces inégalités dans des contextes différents. Rosie développera tout à l'heure. J'en reste là. Merci beaucoup. Là, maintenant, nous allons entendre Chiara. Même question. Quelle est la principale idée fausse dans votre domaine, mais par rapport aux personnes déplacées? Donc, merci beaucoup. La principale idée reçue fausse en matière de données, c'est l'idée selon laquelle les systèmes éducatifs nationaux existants capturent les besoins et les défis des personnes déplacées au sein de leur pays et de leur territoire. Je pense plus particulièrement aux enfants invisibles dont on parle beaucoup dans le chapitre. Ces personnes déplacées dans leur pays sont difficiles à suivre. Il s'agit de personnes déplacées qui n'ont pas franchi de frontières et donc les enregistrer, c'est très compliqué et ça se répercute sur la collecte de données et sur les besoins éducatifs notamment. Il y a 2 autres facteurs qui contribuent à l'invisibilité, c'est la capacité limitée des gouvernements de collecter, de recueillir ces données. On parlait tout à l'heure des limites, des frontières et limites économiques. Ça coûte cher de collecter des données, c'est chronophage aussi. Et souvent, il y a des problèmes d'accessibilité et donc ça bride la collecte de données. Et c'est très difficile donc d'assurer ce suivi. Et enfin, il y a une certaine
répugnance à reconnaître les personnes déplacées. Ça entraîne l'invisibilité de ces personnes déplacées et on n'a donc pas de données à leur sujet, pas de données en ce qui concerne l'éducation de ces personnes. On pense parfois que les données standards en matière d'éducation, et on pense en particulier donc aux crises humanitaires et de développement, on pense que ces données ou ces systèmes tiennent compte des personnes déplacées, alors que souvent les données sont agrégées. On a les demandeurs d'asile, les réfugiés, les personnes déplacées. Toutes ces personnes sont mises dans la même catégorie et donc c'est pas pour autant la même chose, c'est pas la même expérience. Dans notre chapitre, nous insistons sur une chose. Il y a pas de données qui sont ventilées par âge, on n'a pas cette ventilation et le statut des personnes n'est pas proprement correctement reconnu et donc c'est un défi important pour les personnes déplacées sur leur propre territoire. Ça freine le développement de politiques ciblées et la mise en place d'interventions permettant de répondre à ces besoins. Merci pour cette réponse très claire. Oui, je vois que effectivement des thèmes apparaissent à fleur. On passe maintenant à la troisième intervention, c'est Marcos qui va nous dire ce qu'il pense des idées fausses dans le domaine des inégalités. Bonjour. Eh bien, cela a déjà été dit, je pense, mais le principal problème, c'est un problème de cadre. Le cadre de l'ISU pose problème. Il ne permet pas, en effet, de répondre à la problématique de la marginalisation de manière générale, parce que le cadre est étriqué et simpliste, et ainsi, c'est ce qu'on disait auparavant, quand on parlait de l'économie politique de l'éducation. Qu'est-ce qui a été mis en place à ce jour? Il y a toute une série de raisons qui expliquent effectivement les difficultés liées au cadre de l'ISU, qui n'est pas complet. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple des avantages cumulés, genre, localisation, prospérité relative, tout ça est trop étriqué. D'autres intervenants l'ont dit avant moi, l'éducation est un phénomène social. Et il est erroné de croire qu'on peut représenter le périmètre des inégalités avec trois facteurs. Les facteurs ne sont pas statiques non plus. Les facteurs de déscolarisation, par exemple, sont multiples, complexes. Il y a pas mal de nuances et de différences. Quand on examine le cadre de l'ISU, on constate une chose. Pour ce qui est des indicateurs de l'apprentissage, eh bien, il n'y a pas d'information sur les écoles. Il n'y a rien du tout. On voudrait savoir si les écoles sont publiques ou privées, si les écoles accueillent des autochtones ou pas, plus ou moins. Comment expliquer les inégalités ou les différences en matière d'acquisition si on n'a pas un élément essentiel qui est l'école, si on n'a pas d'information à ce sujet? Et puis, je reviens sur ce qui a déjà été dit par Hélène pour le chapitre consacré au genre, avec peut-être une perspective légèrement, un éclairage légèrement différent, mais on est dans la même veine. Il n'y a pas de synergie entre l'ODD 4 et l'ODD 5. C'est un peu étrange, c'est même absurde quelque part, parce que quand on s'intéresse aux facteurs ou aux sources ou aux racines des inégalités pour l'éducation des petites filles, ce sont des normes sociales négatives comme le mariage des enfants. Toutes ces données, on l'a dit, elles sont quelque part disponibles. Enfin, on pourrait obtenir pas mal d'informations sur les normes sociales. On pourrait effectivement obtenir pas mal d'informations au sujet des services d'apprentissage, mais ces données ne sont pas prises en compte. Et donc, tout ça nous ramène à la question centrale, pourquoi veut-on utiliser, ou à quelle fin veut-on utiliser les données? Ça explique effectivement la construction
du système. On veut mesurer quoi avec ces données? Voilà, j'en reste là. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. Alors, nous commençons à y voir clair. Enfin, de plus en plus, on essaye de comprendre comment les matrices, comment les systèmes mis en place ne nous permettent pas d'arriver au cœur même de la problématique des inégalités. Et nous devons changer notre fusil d'épaule, nous devons effectivement utiliser les sources disponibles, mais qui ne sont pas toujours exploitées. Les systèmes de collecte de données qui sont en place ne permettent pas toujours de comprendre les croisements, les intersections, de comprendre les nuances. Et donc, nous devons faire preuve de créativité et nous devons développer une approche nuancée. J'ai posé une deuxième question. Je sais que vraiment, on est en retard, donc on va vous demander d'être bref. Deuxième question, dans le même ordre, on commencera par Rosie, cette fois de l'équipe du genre. Quel est le changement le plus prometteur qui serait à l'œuvre en ce qui concerne les données en matière d'éducation et de genre? Merci beaucoup. Alors, il y a un changement prometteur, clairement, qui est lié à l'avancée technologique dont on parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de données qui sont collectées un peu partout, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Mais le fait que l'on ait plus de données, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a progrès. Et vraiment, il faut de nouveaux éclairages, de nouvelles clés de lecture. Il faudrait des données granulaires sur toute une série de choses. Il faudrait pouvoir ainsi comparer les politiques. Il y a notamment des projets menés et portés par l'UNESCO dans ce domaine. Donc, il y a de nouvelles opportunités à saisir pour l'intersection entre les données, pour les croisements. Il faut aussi plus de données longitudinales et mieux les analyser. Parce qu'effectivement, ça permet effectivement d'en savoir plus sur la suite, sur ce qui se passe après la formation. Alors, il y a des données qui sont disponibles mais qui ne sont pas valorisées. Dans le domaine du genre, il y a des données sur les violences fondées sur le genre à l'école, ou les violences dans la formation des maîtres, les violences insérées dans les cursus. Alors, dans le cadre du projet AG, nous avons essayé de le prouver. Souvent, il y a des données, elles sont là quelque part. Marcus le disait, elles sont disponibles, mais il faut les collationner, les rendre visibles, les rendre plus accessibles. Dans d'autres cas, on n'a pas encore de données, mais on pourrait faire des efforts pour que ça s'améliore en travaillant avec d'autres organisations et partenaires. Voilà ce que je voulais dire aussi. Pour ce qui est de la dimension du genre, il y a pas mal de volonté politique. On veut bien parler de cette problématique. Et effectivement, quand on parle de l'éducation des jeunes filles et des femmes, on peut surfer sur cette dynamique et demander plus de données, plus de participation, plus d'utilisation participative de données. Il y a effectivement une communauté de pratiques mondiale autour du genre et de l'éducation en matière de données. Et c'est un projet comme le nôtre, le projet AG, qui permet de faire avancer cette réalité. Il y a des défis, bien sûr, parce que on veut, à travers le projet AG, et dans notre chapitre, nous l'avons dit, prouver que grâce à l'amélioration de la coordination entre les organisations, l'amélioration de la coopération, le partage des données, eh bien, avec de meilleures ressources et de meilleurs investissements, il est possible d'arriver à des améliorations. Pour ce qui est des données, il est possible de mieux utiliser les données existantes. Et enfin, toujours sur ce même point, la collaboration, les partenariats ouvrent des perspectives intéressantes. On va vers plus de nuances. Et ça, c'est important parce que ça permet de mieux cibler ce qu'il y a lieu de mesurer. Pour revenir sur notre projet, on a beaucoup misé sur les capacités et on voudrait mettre en place un cadre de mesure pour l'égalité entre les genres dans l'éducation avec une possibilité ainsi de bien appréhender effectivement la problématique au-delà de la seule question de la parité. Donc l'égalité entre les genres, ça concerne pas uniquement les jeunes filles, les femmes, c'est pas uniquement leur problème, le problème qu'elles doivent résoudre elles-mêmes, mais il faut bien comprendre ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est le genre dans la société, comment les garçons et les hommes doivent également être partie à ce processus. Tout ça doit être compris de façon plus nuancée, disons, parce que c'est complexe. Avec cette approche plus nuancée, on améliorera ainsi la façon dont on mesure et dont on assure le suivi des progrès. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il y a des opportunités très prometteuses. On passe au débat pour parler un peu de ces opportunités lorsqu'on parle des
les enfants déplacés dans leur propre pays. Ce que Rosie disait, ça pique aussi aux enfants qui sont déplacés dans leur propre pays. Souvent, il y a des progrès lorsqu'on peut améliorer la qualité des données. Je pense il faut encore travailler là-dessus bien davantage. Je vois qu'il y a un certain mouvement vers la capacité des comparabilités. On a comparé plusieurs formes de collecte des données. Nous avons beaucoup de données sur ces déplacements. Les personnes qui sont déplacées, on a besoin davantage de capacités pour la collaboration. Et pour vous montrer un exemple de collaboration, la coopération entre les différentes les données sur les enfants et une approche streamline, améliorer les statistiques et aussi une meilleure gestion des données qui est capitale lorsqu'on parle de l'éducation des enfants. Et ici, on parlait aussi dans l'autre panel, on travaille aussi avec l'UNICEF pour un meilleur accès aux données, un meilleur portail. Souvent, il s'agit d'accès aux données. C'est pas tellement d'avoir des données. Il faut aussi améliorer les systèmes de collecte de données et pour les raisons de ces déplacements en zone de conflit ou à cause du changement climatique. Il y a aussi l'évaluation de sévérité pour analyser la sévérité des conditions qui ont donné lieu à tous ces déplacements et aussi évaluer la qualité de l'éducation. C'est quelque chose que nous avons pu faire grâce à des méthodes qualitatives qui fournissaient une meilleure compréhension de certaines situations et aussi de l'éducation des enfants déplacés dans leur propre pays. Et nous avons tenu compte de la désagrégation de ces développements. On essaie de voir quel est l'impact de certaines circonstances sur ces développements. On comprend mieux l'éducation et des pays. Donc, c'est une petite étape. C'est une façon d'évaluer davantage les possibilités d'éducation pour les personnes déplacées. Mais les initiatives sont déjà très prometteuses. Merci beaucoup, Chiara. Cela nous aide à comprendre ce que sont ces différentes initiatives et ces nouvelles opportunités. Marco, quels sont ces changements prometteurs? Est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce qu'il y a des opportunités lorsqu'on en vient à ce cadre de travail conceptuel? Oui. Il y a un cadre de travail conceptuel. Il faut aussi que l'on pense à un agenda pour évaluer ces inégalités. Je vais un peu essayer je dis non, mais je vais quand même nuancer ma présence. Je pense qu'il y a eu cette conférence sur qui a eu lieu la semaine dernière, promulguée par l'UNESCO sur l'éducation et les inégalités dans l'éducation. Là, j'ai constaté que l'emphase porte sur l'accès. Par exemple, il y a eu cette crise d'utilisation des bases de données sont utilisées par des nombres considérables de personnes, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment le but de notre livre, c'est de trouver les nuances des inégalités. Du point de vue, il y a eu quand même un peu de progrès. Ce qui manque, ce sont les moteurs. Ce qui, en même conférence aussi, le dernier, les parties prenantes constatent qu'il y a un progrès dans les collectes des données
par exemple, jusqu'à 78%. Voyons qu'il y a davantage de budgets sont augmentés et aussi l'utilisation de l'ODD 4 et aussi l'utilisation de l'évaluation des niveaux professionnels minimums. Mais il y a encore, pour moi, le manque de réflexion sur ces données manquantes. Il faut les évaluer grâce au croisement avec les moteurs d'inégalité. Ce sont groupes, c'est les interceptions de tous ces groupes et aussi pour arriver à toucher les groupes les plus marginalisés. Là, je parle de l'Amérique du Sud, en Asie, qui parle de l'utilisation de valeurs nominales, de la combinaison des données venant de différents secteurs et on pousse vers la comparabilité régionale. C'est ça que je vois un progrès. Oui, il nous manque encore 2 minutes. Il y a encore le status quo, évidemment, c'est ce que nous avons besoin. Il faut passer de façon différente, il faut penser à ces inégalités, ces injustices et les opportunités qui se présentent à nous pour élargir l'accès aux données, augmenter l'utilisation des données. Et il y a une grande opportunité ici, surtout avec ces technologies émergentes. Il y a encore 2 questions et je voudrais avoir une question spécifique. Nous savons que la collecte de données qui sont croisées, l'interception des données qui pose un problème. Rosier, la parole. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Maintenant, je n'ai pas peut pas rien vous conseiller, mais c'est dans notre projet Agir, voir comme on peut des données sur l'égalité des genres dans avec des données qui se croisent. Et parce qu'il y a aussi une grande initiative dans le domaine de l'égalité des genres. Je vais aussi vous en parler dans le chat. Mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'on pourrait peut-être placer le lien dans le website du projet qui présente plusieurs ressources que nous essayons de mettre à jour. Ainsi, nous pourrons répondre mieux à cette question. Donc, il ne faut pas perdre de vue notre website et qui vous met au courant des progrès. C'est très intéressant. Et maintenant, je donne la parole à Moira. Merci beaucoup pour ce panel très intéressant. Merci à tous. Je vais mettre dans le chat un lien pour le sommet, pour les donner les preuves qui s'est tenu à Genève, qui nous a donné des importations très importantes. Je donne ce lien pour ceux qui s'intéressent aux données et aux situations d'émergence dans le domaine de l'éducation, situation d'urgence. Voici venu le moment où nous devons remercier Edward Elgard Publishing pour être notre partenaire avec nos séries de livres NORAG pour l'éducation et le développement. C'est le 5e livre dans cette série, Parvenir à l'éducation équitable, et que c'est aussi un lien pour le chat où vous pourrez avoir accès à au contenu du livre. Nous vous avons donné seulement un avant-goût délicieux d'ailleurs de ce livre aujourd'hui, mais ensuite vous trouverez tous les contenus de ce livre en ligne si vous suivez ce code QR et vous aurez aussi le lien qui se trouve maintenant dans le chat. Tous les participants, les personnes qui ont signé recevront les points principaux de cet événement. Quelques mots maintenant sur 2 événements.
qui vont se produire de manifestations. Nous aurons le 18 mars à l'Université du Sussex. Nous allons plonger davantage dans ces chapitres thématiques et aussi à une autre le 10 avril à l'Université d'Indiana, à notre conférence hybride sur l'éducation, équitable, les données manquantes. Vous savez que dans certaines parties du monde, que le temps va changer le 10 avril. Donc, il faut mettre à jour votre calendrier. Au début du mois de mars, nous allons participer à la conférence CIES. Si vous êtes membre de NORAG, vous pouvez envoyer information sur votre séance et sur votre panel et nous pourrons le communiquer à d'autres membres de NORAG. Le 25 mars, il y aura le lancement d'un livre, l'Institut des diplômés sur la décolonisation, questions portant sur la décolonisation, l'antiracisme, la pédagogie juridique. Comme je l'ai dit, tous les participants vont recevoir de suivi. Les 33 personnes qui ont signé recevoir cet email de suivi et vous pouvez suivre ce lien jusqu'à ainsi que vous pourrez télécharger cette publication. L'accès est ouvert, qui a été facilité par notre partenariat avec l'Agence de coopération et de développement suisse, qui est un partenaire depuis longtemps de NORAG, y compris l'accès ouvert de nos publications. Vous aurez aussi le formulaire d'évaluation et nous invitons les experts qui sont dans ce webinaire ou qui regarderont ce webinaire plus tard. Si vous êtes experts du Sud global, je vous demande de vous joindre à notre base de données de South Also Knows. Nous voulons avoir une base de données que l'on peut, qui sera disponible. Donc, ainsi, vous pourrez indiquer aux personnes que l'on et les indiquer cette base de données et les experts pourront assurer la promotion de leur expertise ici. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué au livre en termes de contenu, de temps et de ressources du Graduate Institute et du SDSA. Merci à tout le soutien éditorial dans l'équipe NORAG et aussi pour l'équipe des événements et des manifestations pour avoir assuré le webinaire. Merci aux interprètes qui ont fait un travail difficile, surtout lorsque nous travaillons en ligne. Merci beaucoup. Merci à nos participants et nous espérons avoir votre feedback, votre retour concernant le livre. Merci beaucoup.